À Casablanca. Merci Édouard Husson, portez-vous bien. Merci beaucoup, merci à vous. Nous voilà de retour avec Rachid Achachi, qui est économiste, chercheur en sciences sociales. Rachid, vous êtes marocain, vous résidez à Casablanca, vous êtes également chroniqueur sur Lux Radio. Le Maroc est devenu un exemple dans la gestion de la pandémie de coronavirus. C'est le troisième pays le plus touché du continent africain, mais en proportion du nombre de cas confirmés, il y a trois fois moins de morts qu'en France. Alors, a priori, comment l'expliquez-vous? Déjà, il faut rappeler que le Maroc est l'un des pays les mieux intégrés à l'économie mondiale dans la région, notamment avec des partenaires comme la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont les pays les plus touchés par la pandémie. Et donc, naturellement, les premiers cas importés au Maroc étaient des cas venant d'Italie, d'Espagne et de France. Donc, soit des Marocains qui étaient là pour tourisme, pour des raisons professionnelles, soit des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, qui venaient rendre visite à leurs proches. Et donc, on a eu petit à petit le passage de cas importés à des foyers communautaires locaux, donc des Marocains qui contaminent d'autres Marocains. Mais il faut comprendre que l'efficacité dont on parle n'est pas un choix en réalité, c'est un impératif pour différentes raisons. La première, c'est les moyens limités dont dispose le Maroc en termes de gestion sanitaire, en termes de lits de réanimation, en termes de nombre de médecins par habitant. Donc, on est à 7,3 médecins pour 10 000 habitants. À comparer, par exemple, avec la France, on est à 34, ou au Cuba, où on est à 75. Pour les lits de réanimation, pareil, on est à un peu plus de 1600 lits de réanimation, ce qui est largement inférieur à ce qui est réclamé. Donc, on n'a pas le droit, on n'a pas le luxe de se permettre de mal gérer l'épidémie. Et donc, dès le départ, ce qui a été adopté, c'est un principe de précaution. Et donc, au lieu d'attendre que la phase 1, 2, 3 arrive, on prend des mesures drastiques dans l'immédiat, on les décline graduellement en vue de les faire accepter par la population et on gagne du temps en vue de se doter des moyens logistiques en vue de gérer par la suite l'épidémie. Et donc, tout est venu graduellement, mais dans une logique bien réfléchie. Et le Maroc a également redécouvert un certain nombre de... Parce que là, on parle d'un changement de paradigme en réalité. C'est qu'il y a quelques mois, tout le monde vantait les mérites du libre-échange et de la mondialisation. Là, aujourd'hui, quasiment tout le monde devient souverainiste, protectionniste. Donc, c'est assez intéressant de voir que le réalisme a primé sur le discours idéologique. Bon, après, on pourra aborder les différents aspects à l'origine de ce réalisme-là. Mais disons que l'efficacité n'est que le produit d'un réalisme couplé à un impératif du réel qui impose au Maroc d'être efficace. Alors, ce qui fait l'admiration des Français, ce sont les masques qui sont disponibles en très grand nombre au Maroc, à un prix très faible en plus, 7 centimes d'euros, quand on sait que nous, on commence seulement à en avoir à vendre dans les pharmacies et ce sera un peu moins de 5 euros, ou 5 euros maximum. Ça fait une très très grosse différence. Plutôt exactement, comment avez-vous fait pour avoir tant de masques? C'est pas compliqué, c'est l'État est entré en contact avec un certain nombre d'entreprises dans le domaine industriel et dans le textile pour voir est-ce qu'il y a une possibilité de créer une synergie en vue de mutualiser les compétences et de produire tout simplement un masque qui correspond à des normes. Alors les normes ISO, mais également des normes médicales, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de masques chirurgicaux, mais de masques de protection, c'est-à-dire qui protègent les autres de soi-même quand on porte le masque, mais qui ne protègent pas d'une contagion extérieure. Donc l'idée est que tout le monde doit porter le masque pour qu'on se protège mutuellement. Et donc très rapidement, on a reconverti et réorienté un potentiel industriel dans le textile vers un textile plutôt médical. Et donc, il y a eu l'assistance des différents médecins qui ont accompagné les entreprises pour le faire. Donc, et là, bon, j'ai un exemplaire du paquet avec 10 masques vendus à 8 centimes d'euros. Donc, je vous montre, comme ça, tous les Français pourront voir. Donc, c'est un masque avec 3 plis, avec un élastique, donc qui couvre tout le visage. Donc, il y a en gris, en a en bleu. Donc, ça permet de couvrir le nez et l'intégrité du visage. Alors, il ne coûte pas cher pour une raison très simple, c'est que le Maroc, dès le début des mesures entreprises par l'État, a mis en place un fonds spécial pour gérer la pandémie du Covid-19, un fonds qui a reçu des dons de la part d'entreprises privées, d'hommes d'affaires, mais également d'entreprises publiques et des institutions, qui a permis de rassembler très rapidement 34 milliards de dirhams, soit à peu près 3 milliards d'euros. Et c'est grâce à ce fonds que l'État subventionne les masques. Donc en réalité, le coût de production des masques est supérieur à 70 ou 80 centimes d'euros. Mais l'État fait en sorte que le masque ne coûte pas cher.
Et donc très rapidement, on a atteint un volume de production de 7 millions de masques par jour, et bientôt on va passer à 8 millions de masques, mais c'est tout simplement une logique c'est un choix politique. Je veux dire, on part de l'idée que ce qui est intéressant dans cette crise, dans le cas du Maroc, c'est qu'on redécouvre que quand le politique décrète, l'intendance finit par suivre. Et en réalité, dans la plupart des pays qui n'arrivent pas à produire de masques, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique clairement affichée avec fermeté. Donc il y a une forme de laxisme, une forme d'indécision, une incapacité à gérer des stocks. Mais je pense que tout État, notamment les États développés, ont largement les moyens de mobiliser des ressources industrielles locales pour produire des masques. Donc l'exemple du Maroc, c'est tout simplement qu'on a encore une verticalité du pouvoir qui fait que le politique décrète et que l'intendance finit par se réagencer pour répondre au décret du politique. Et puis vous l'avez dit, il y a une industrie textile qui s'est localisée au Maroc, qui s'est délocalisée de pays comme la France et qui s'est installée au Maroc. Tous ceux qui ont regardé La Vérité si je mens se souviennent que ceux qui vendent des bouts de jeans en France les font fabriquer au Maroc notamment. Oui, mais ça a changé depuis quelque temps parce qu'il faut comprendre que le secteur du textile marocain a été mis à mal par la concurrence notamment turque. Alors chinoise bien entendu, puis turque. Et qui fait que bon nombre d'entreprises textiles marocaines rencontrent de grandes difficultés. Certaines ont connu la faillite, d'autres ont réussi à se reconvertir au niveau de certains créneaux relativement intéressants et plus spécialisés. Et on parle de ces entreprises-là, parce que quand on parle par exemple, celle-là, il s'agit de Softtech, elle a développé également des filières orientées vers l'aspect technique, médical, le bâtiment, etc. Et donc, c'est une stratégie de survie qui s'avère être payante aujourd'hui. Donc, mais dans le cas de la France, effectivement, il y a eu une délocalisation importante du potentiel industriel textile vers des pays périphériques, mais il y a quand même encore des unités textiles en France. Je veux dire, on n'est pas dans une délocalisation intégrale. Donc le Maroc, effectivement, a profité des délocalisations étrangères, mais il a effectivement gardé un noyau dur capable de se reconvertir rapidement et capable d'une certaine souplesse et d'une certaine polyvalence. Mais il est mis à mal, parce que depuis quelques années, on parle d'un éventuel retrait de l'accord de libre-échange qui lie le Maroc à la Turquie. Alors, ça n'a pas été fait, mais le Maroc a activé une clause dérogatoire qui permet de suspendre cet accord pendant quelques mois. Et peut-être que ces mesures-là ont été également salutaires pour le Maroc. Mais en réalité, c'est tout un paradigme qu'il faut revoir. C'est toute la question des délocalisations, des accords de libre-échange qui est totalement délétère. Donc on voit très bien qu'en temps de crise, ce qui est pertinent, c'est l'échelle nationale. C'est l'unique échelle qui est suffisamment incarnée pour pouvoir mobiliser toutes les ressources et venir en aide à une population donnée. Mais quand on est dans le discours idéologique autour de la mondialisation, on est dans un discours totalement abstrait qui en réalité voile et cache une guerre de tous contre tous. Donc, en réalité, le Maroc, ce qui était salutaire pour le Maroc, c'est son retard en termes d'intégration économique à l'échelle mondiale. Parce qu'on n'a pas encore dilapidé tout notre potentiel industriel, qu'on s'en sort mieux que les pays qui sont à l'avant-garde de la dilapidation de leur potentiel industriel. Alors, il y a les masques qui empêchent évidemment ou ralentissent la propagation de la maladie. Il y a également le gel hydroalcoolique. Je crois qu'il est fabriqué sur place au Maroc. Hein. En partie. Alors déjà pour les masques, pour conclure, il a été également décidé par les autorités marocaines d'imposer le port obligatoire des masques. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen marocain n'a pas le droit de sortir sans le masque. Et donc on a préparé au niveau de la logistique la distribution des masques, qui a rencontré un certain nombre de complications, parce qu'au départ, il y avait une rareté, une pénurie. On ne comprenait pas, on nous dit en même temps qu'il y a des millions de masques, mais on ne les trouve pas dans les points de vente. Mais petit à petit, le retard a été rattrapé. Aujourd'hui, globalement, n'importe quel Marocain peut trouver un masque, d'autant plus qu'il est obligé de le porter, au risque de payer une amende, voire d'aller en prison si jamais il le réitère à plusieurs reprises. Alors pour les respiratoires, il s'agit effectivement d'un respiratoire qui a été développé par un certain nombre d'entreprises entrées en synergie pour mutualiser les compétences, mais on est encore en phase de prototype. Donc on ne peut pas aujourd'hui. Là, vous parlez du respirateur artificiel 100% marocain dont on a parlé. Oui, mais il faut comprendre qu'il y a différents types d'appareils respiratoires. Il y a les types d'appareils respiratoires complexes dont la ventilation est invasive, c'est-à-dire par intubation. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'un appareil respiratoire mobile qui peut être utilisé dans les ambulances et qui peut aider uniquement les patients qui ont une détresse respiratoire, mais avec une cadence régulière. Donc ces gens-là ne réclament pas, n'ont pas fondamentalement besoin d'un appareil complexe, et donc ça permet de libérer l'appareil complexe pour des gens en plus grave situation et d'utiliser cela uniquement pour des cas relativement modérés. Mais je le dis encore, on est encore au niveau de la phase de prototype, donc on ne peut pas encore le généraliser
Alors, on est en train de chercher à développer un appareil un peu plus complexe, mais naturellement, la temporalité de la recherche n'est pas celle de la crise. Donc, effectivement, on ne peut pas mobiliser immédiatement. Alors, ça n'a pas empêché le Maroc d'acheter des appareils respiratoires à l'étranger pour augmenter les capacités des lits de réanimation pour les équiper en termes respiratoires. Mais en attendant, effectivement, on redécouvre un aspect de l'économie marocaine qu'on a occulté pendant des décennies, c'est qu'on est capable quand même de mobiliser des gens talentueux, des ingénieurs, des concepteurs et différentes entreprises pour produire un produit local. Alors 100% marocain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les composants électroniques viennent de Malaisie ou d'ailleurs, bah, le montage se fera au Maroc, la conception se fera au Maroc. Bien entendu, c'est le plus important dans la démarche, mais c'est un premier pas peut-être vers une redécouverte du principe de souveraineté économique. Donc effectivement, il y a un noyau dur de secteurs stratégiques qui doivent demeurer souverains technologiquement, économiquement et territorialement, notamment dans l'industrie pharmaceutique, la capacité à produire des génériques et des médicaments, au niveau des appareils sanitaires, au niveau de l'armement, au niveau des infrastructures. Donc tout cela va devenir de plus en plus un impératif pour de plus en plus d'États. On dit également qu'au Maroc, on aurait recours au traitement préconisé par le professeur Raoult, dont on sait que jusqu'à présent, les essais cliniques n'ont pas été suffisamment probants aux yeux de la communauté scientifique. Au Maroc, c'est ce que l'on fait? Oui, alors dès le 22-23 mars, les stocks de chloroquine disponibles au Maroc ont été réquisitionnés par l'État. Et donc, qu'il s'agisse du Plaquenil ou du Nivaquil, c'est-à-dire de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, vous ne pouvez plus les acheter en pharmacie parce que l'État a réquisitionné tous les stocks en vue d'établir un protocole pour soigner les gens qui arrivent au niveau des centres de santé publics. Donc, effectivement, c'est une bithérapie qui a été appliquée au Maroc très tôt, qui intègre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est un antibiotique pulmonaire, et comment dire, qui met en avant le fait que le Maroc n'est pas tombé dans le piège des luttes idéologiques et des conflits d'intérêts que la France a connus. C'est qu'on a le choix entre deux choses. On a le choix entre la bithérapie telle que proposée par Didier Raoult ou bien rien. Face à rien, face à la mort, la bithérapie s'avère prometteuse. Donc après, il faut comprendre qu'au niveau de la recherche, alors il y a la logique de protocole de recherche, qui est effectivement une temporalité de longue durée avant d'aboutir à une autorisation, une législation, et puis il y a la réalité du médecin, qui en l'occurrence sur le terrain n'est pas un chercheur, et qui est confronté à une réalité immédiate, à des gens concrets, et qui doit chercher dans l'arsenal qu'il possède les molécules anciennes et connues qui peuvent aider le patient à guérir. Et donc, en réalité, au Maroc, on n'est pas allé contre la recherche, mais on a plutôt favorisé ce qu'on appelle la médecine observationnelle, c'est-à-dire qui part du terrain et de la réalité, pour soigner les gens efficacement. Et les résultats sont très intéressants au Maroc. C'est qu'on voit que le Maroc a adopté le protocole vers le 22 mars, et dès le 9 avril, on voit un décrochage des morts cumulés. Quand on voit la courbe, elle s'aplatit, donc il y a de moins en moins de morts, et on voit le cas de guérison qui décolle, littéralement. Parce que pendant très longtemps, durant le mois de mars, on avait un rapport entre les décès cumulés et les guérisons cumulées qui était très très proche. On était littéralement dans un bras de fer. Et puis tout d'un coup, il y a un décollage extrêmement rapide. Et ça coïncide entre autres avec l'introduction de l'apithérapie telle que proposée par le professeur Didier Raoult. Parce que là encore en France, on connaît très bien les conflits d'intérêts entre Buzyn Lévy d'un côté, Salomon de l'autre, et puis Didier Raoult de l'autre. Il y a des gens qui veulent absolument un vaccin pour pouvoir le vendre à coups de milliards à l'échelle planétaire par des commandes publiques, tandis que la chloroquine, qui ne coûte pas cher, est quand même embêtante pour l'industrie pharmaceutique, d'autant plus que les résultats risquent d'être surprenants quand on va obtenir des résultats appuyés. Et on le voit très bien, la plupart des études qui ont été commandées par l'État français vont tout tester sauf la bithérapie de Didier Raoult. Ils vont tester soit l'hydroxychloroquine toute seule, soit la chloroquine toute seule, mais jamais les deux. Donc il y a eu une guerre contre la chloroquine et contre cette bithérapie. Donc le Maroc, là encore, a fait preuve de réalisme. Il a opté pour le choix le plus réaliste et le plus efficace. Et heureusement, on est en train de voir une amélioration de la situation au Maroc. Après, les chiffres, il faut être prudent. C'est-à-dire que quand on parle des cas confirmés au Maroc, c'est conditionné par la capacité de dépistage. Parce qu'effectivement, le Maroc n'a pas les moyens de mettre en place des dépistages massifs comme en Allemagne, parce qu'au total, on a fait depuis le début de la pandémie environ 28 000 tests, ce qui n'est rien en réalité. Mais par contre, ce qui est tangible, c'est le cas de décès. D'accord. Là, on ne peut pas tricher. Et le cas de guérison. Et là, par contre, effectivement, les résultats sont très satisfaisants et très encourageants.
Mais il est évident que si on élargit le dépistage, on obtiendra beaucoup plus de cas confirmés, mais la majorité sont asymptomatiques. Au Maroc, il y a un confinement. Alors, est-il strict? Est-ce que la police est là pour le faire respecter? Est-ce qu'elle rencontre des difficultés pour le faire respecter? Alors, le confinement a été mis en place graduellement. Donc, on a commencé par fermer les cafés, les restaurants, les hammams, puis on a fermé les mosquées. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à ce que croyaient beaucoup d'observateurs occidentaux, la fermeture des mosquées a été globalement bien accueillie, parce qu'on a compris la logique qui est derrière, la question de la préservation de la vie. Alors, il y a eu une minorité de gens dans la ville de Fès et de Tanger qui sont sortis manifester après le couvre-feu contre la fermeture des mosquées. Mais quand on a vu la réaction de la quasi-majorité des Marocains sur les réseaux, ils ont été majoritairement condamnés par tous les Marocains. Donc effectivement, l'idée que les mosquées soient fermées a été largement acceptée avec beaucoup de facilité. Alors petit à petit, on est allé vers un confinement de plus en plus généralisé. Donc effectivement, on a des barrages de police, l'armée qui vient soutenir également la police en termes logistiques, et une dérogation qui est réclamée aux citoyens pour une personne par ménage en moyenne pour aller faire les courses et pour aller travailler. Et là, ce n'est pas une déclaration sur l'honneur, mais c'est les agents d'autorité qui doivent signer la dérogation pour pouvoir circuler. Donc globalement, le confinement est bien respecté. Après, bien entendu, il faut comprendre que dans les quartiers populaires, il y a un impératif de survie, parce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester dans un confinement total et radical, et donc naturellement, ils sortent travailler avec le port du masque obligatoire. Alors effectivement, il y a des degrés de respect du confinement qui vont changer en fonction des classes économiques concernées. Mais globalement, quelque part, un relatif laxisme est toléré par les autorités par rapport au confinement, parce que peut-être, je ne suis pas médecin, on pourra voir avec un médecin, mais peut-être que ça entre dans une logique également de jugulation de la pandémie. Parce qu'un confinement strict et radical empêche la constitution d'une immunité collective. Par contre, un confinement avec un degré de liberté relative, c'est-à-dire des gens qui peuvent sortir, tomber malades, puis dépister, puis guérir, ça permet petit à petit de juguler la pandémie tout en accompagnant la mise en place d'une immunité collective. Bon, c'est une hypothèse. Mais concrètement, il y a une adhésion globale par rapport aux mesures entreprises par l'État, parce que la démarche n'a pas été une démarche coercitive. Dès le départ, il y a eu des campagnes avec des voitures de police, avec des microphones et des haut-parleurs pour parler de manière pédagogique aux gens, pour leur expliquer qu'on est là pour vous aider, pour vous servir et pas pour vous empêcher de sortir, pas pour vous punir. Et donc il y a eu un visage bienveillant affiché par les autorités. Donc naturellement, de l'autre côté, il y a une solidarité, il y a une logique paternaliste dans le schéma appliqué au Maroc, et pas une logique coercitive. Sur le plan culturel, comment expliquez-vous alors le comportement des Marocains en général face à cette épidémie? On sait que en Suède, où ils ne pratiquent pas le confinement, ils s'embrassent peu, se prennent peu dans les bras, en tout cas relativement moins que les Latins. Alors qu'en est-il des Marocains? Qu'est-ce que vous avez pu observer à ce sujet, Rachid Achechi? On a effectivement une culture assez tactile. On aime se toucher, parler. Effectivement, a priori, c'est problématique de penser à un vrai confinement radical dans un champ culturel tel que le nôtre. Mais en réalité, déjà commencer par la dimension religieuse. Parce que contrairement au mouvement évangéliste aux États-Unis, mais même ailleurs, dans le cas de l'islam, il y a des textes religieux, notamment des hadiths, qui préconisent aux gens qui se retrouvent dans des villages atteints de la peste de ne pas quitter leur domicile. Ou bien, s'ils sont à l'extérieur du village ou de la ville, de ne pas entrer dans le village ou la ville où il y a la peste. Donc effectivement, il y a un rapport à la pandémie dans l'islam qui est un rapport très pragmatique, qui ne relève pas uniquement du métaphysique pur où Dieu me sauvera quoi que je fasse. Mais il y a une forme de réalisme religieux qui est salutaire. Ou Dieu me punit quoi que je fasse aussi. Il y a aussi l'idée de la punition divine qui était très présente au moment de la peste noire. Ça non plus, ça Non, 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 n'existe pas du pas? tout. Non. Dans le cas de l'islam, les cataclysmes naturels et les pandémies ne sont pas vus que comme des punitions, quoique ils peuvent être perçus dans certains cas, mais plutôt comme des épreuves. Dieu éprouve la capacité d'un peuple à réagir par rapport à un cataclysme, à faire preuve d'humanité malgré la dureté des conditions de la maladie, de l'épidémie ou des cataclysmes. Donc disons qu'il y a un fond religieux qui a été favorable à une gestion intelligente de la pandémie, contrairement à d'autres référentiels religieux. Alors le deuxième élément, il faut comprendre que dans le cas du Maroc, malgré la nucléarisation des ménages et malgré la transition démographique que l'on est en train d'être achevée, la rupture d'autorité que connaissent tous les peuples qui achèvent la transition démographique n'a pas été très prononcée au Maroc.
Je m'explique rapidement, c'est-à-dire que quand le taux d'alphabétisation atteint la moitié de la population, on se retrouve avec la moitié de la population qui sait lire et écrire et l'autre moitié qui ne sait pas lire et écrire. En général, c'est les aînés qui ne savent pas lire et écrire, et c'est les enfants qui savent lire et écrire. Et donc les enfants accèdent à un univers mental beaucoup plus large que celui des parents par l'écriture et par la lecture, et en découle une rupture d'autorité qui va se traduire également par des ruptures d'autorité politique, religieuse, comme l'a connu l'Europe et d'autres régions du monde. Alors, dans le cas du Maroc, comme la transition démographique s'est déployée très rapidement après l'indépendance du Maroc, tout s'est fait en accéléré. Et donc, aucun des éléments de la transition n'a eu la temporalité nécessaire pour se déployer. Et donc, la rupture d'autorité, elle existe, on le voit de manière objective, mais elle est encore atténuée par des liens symboliques, religieux, culturels, qui lient les enfants aux parents. Donc, dans le cas du Maroc, les gens, globalement, sont encore très attachés aux personnes âgées. Pas uniquement à leurs parents, mais à la personne âgée en tant qu'elle est personne âgée. Dans la rue, on voit si une dame ou un monsieur âgé porte des sacs de légumes, il y a immédiatement des jeunes qui viennent courir pour lui proposer de l'aide. Donc il y a une forme de logique communautaire qui persiste malgré la nucléarisation des ménages et qui fait que très vite les Marocains ont compris que la pandémie cible de manière prioritaire les personnes âgées qui sont plus vulnérables, les personnes à risque. Et donc naturellement, en respectant le confinement, je préserve mes aînés, je préserve mes parents, mes grands-parents, les grands-parents des autres. Et donc il y a une logique de famille communautaire qui n'existe pas, qui n'existe plus dans la réalité de manière objective, mais qui existe encore dans l'imaginaire et qui permet de développer des mécanismes de solidarité entre au sein d'un même quartier, entre la famille, entre les différents ménages, qui fait qu'il y a des collectes de dons, il y a des distributions alimentaires qui se font de manière généreuse à travers des dons. Donc la dimension communautaire est encore prégnante au Maroc et encore présente. Pour le meilleur et pour le pire, mais en l'occurrence pour le meilleur. Terminons cet entretien sur l'économie. Vous êtes économiste. Les travailleurs marocains sont indemnisés par l'État à hauteur de 2000 dirhams, je crois, dans l'hypothèse où ils ont été mis au chômage par le corona. C'est bien cela? Tout à fait. Donc, il y a des critères d'éligibilité. Donc, effectivement, les entreprises qui ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires et qui ont été obligées de licencier des gens en raison de la baisse d'activité consécutive à la pandémie, effectivement, ces gens-là qui sont déclarés, qui sont dans le secteur formel, peuvent profiter d'une indemnité de 2000 dirhams qui représente les trois quarts du salaire minimum. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet à ces gens-là de tenir le coup pendant 3 mois, le temps de mettre en place éventuellement une politique de relance. Alors, pour les gens de l'informel, qui effectivement souffrent davantage de la crise économique parce qu'ils n'ont ni retraite. Vous parlez de ceux qui travaillent au noir, Ceux par qui travaillent en exemple. noir, effectivement. On ne parle pas des employeurs, eux, ils sont dans l'illégalité la plus totale et ils ne peuvent pas profiter d'une indemnité. Mais on parle des gens qui travaillent chez eux, auprès de ces gens-là. Alors, eux, ils vont toucher une indemnité inférieure à 2000 dirhams. Donc, il va se situer entre 800 et 1200 dirhams en fonction de la taille du ménage. Donc, c'est tout ce que peut faire le Maroc parce qu'on a rassemblé un fonds de solidarité pour la lutte contre la pandémie, mais on doit l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Premièrement, pour équiper médicalement les hôpitaux en termes d'appareils respiratoires. Deuxièmement, pour venir en aide aux entreprises parce qu'il y a un report des charges fiscales et un report des crédits aussi bien pour les ménages que pour les entreprises qui ont perdu, enfin pour les ménages qui ont perdu leur emploi et qui ne peuvent plus soutenir les crédits pour le logement ou pour autre chose. Et donc tout cela, ça coûte cher. Ce n'est pas gratuit. Donc ça va se traduire par des pertes de recettes fiscales, par un déficit budgétaire qui va s'aggraver. Et donc tout ce que peut faire le Maroc dans l'immédiat, c'est effectivement de garantir un minimum de numéraire, d'argent, pour éviter un désert monétaire au niveau des couches inférieures et pour éviter une implosion de la demande solvable. Alors là, c'est dans l'immédiat, on est dans des politiques d'urgence qui, globalement, on peut retrouver quasiment les mêmes dans beaucoup de pays. Mais la problématique se situe après, au niveau moyen et long terme. Et là, il y a un bras de fer au sein du gouvernement marocain entre les tenants d'une politique d'austérité qui ne veulent surtout pas mettre en danger les équilibres macroéconomiques et ce qu'on appelle la macroéconomie prudentielle. Et donc, ceux-là préfèrent l'endettement en vue de juguler la crise, mais sans toucher au déficit budgétaire et aux autres agrégats. De l'autre, il y a les tenants de la politique de relance qui disent que les agrégats sont au service des gens et pas l'inverse. Ce n'est pas les gens qui doivent servir les agrégats, mais l'inverse. Et donc, il n'y a pas de problème à creuser le déficit budgétaire par de la dette intérieure en vue d'injecter des liquidités dans l'économie réelle et de relancer la machine économique. Et entre les deux, ce que j'ai proposé personnellement, c'est d'éviter la dérive des deux. Et notamment déjà de se doter des moyens de financement adéquats par une réforme du statut de la Banque centrale du Maroc, Banque el-Maghreb, en partant de l'idée qu'il y a deux dérives aujourd'hui dans l'approche économique de la gestion du Covid-19. Il y a les QE, les politiques d'assouplissement quantitatif, telles que déployées aux États-Unis déjà en 2008 et par la BCE
à l'époque de la crise de 2008 et encore aujourd'hui, qui en réalité fait de la Banque centrale une imprimante géante pour le secteur bancaire et les marchés financiers. Et donc, ça ne provoque pas d'inflation dans l'économie réelle, mais ça inflate les marchés financiers qui ne veulent plus strictement rien dire, totalement décorrélés de l'économie réelle. L'autre dérive, c'est une banque centrale soumise intégralement aux politiques et qui devient l'imprimante de l'exécutif, effectivement avec un risque d'hyperinflation. Donc le juste milieu que je propose, c'est de créer un canal de financement entre la banque centrale et l'exécutif, mais qui sera géré par une interface indépendante des deux, qui devra évaluer la nature productive ou non des besoins de financement de l'État. C'est-à-dire si l'État a besoin d'un financement pour des stratégies de développement économique ou pour mettre en place des investissements productifs, il doit pouvoir se financer auprès de sa banque centrale. Mais il est hors de question que la banque centrale finance les frais de fonctionnement. Et pour aller plus loin, les gens peuvent consulter ma proposition que j'ai publiée sur les réseaux, où je propose de créer un parlement économique entre les deux, qui serait une forme de logos économique du Maroc, dont le but étant de chapeauter une grande stratégie de développement économique qui va au-delà d'une simple politique de relance économique. Car le Maroc peine encore à développer une forme de dynamique endogène de développement économique. Peut-être que la crise est toujours une révélation, c'est un dévoilement. Peut-être que c'est une occasion de faire un saut qualitatif de l'avant et de renouer avec des paradigmes tels que le protectionnisme éducateur, tels que la repolitisation de la monnaie, en partant de l'idée que la monnaie n'est pas uniquement un objet technique, mais qu'elle est avant tout un objet politique, qu'elle est le fait du souverain, et que de fait, on doit penser politiquement la monnaie, pas uniquement techniquement. Donc toutes ces questions-là se posent aujourd'hui au Maroc, et je m'en réjouis parce que je les défends depuis des années, mais il a fallu malheureusement attendre une pandémie pour que ces idées-là s'imposent sur le débat public. Dernière question, il nous reste une minute, Rachid Achachi. 77% des Marocains, d'après les sondages, seraient satisfaits de la façon dont le gouvernement gère l'épidémie. Notre gouvernement en France rêverait d'avoir un score pareil. Est-ce que c'est un sondage fiable à votre avis? Est-ce qu'il reflète la réalité? Alors oui et non, parce que je ne vais pas vous apprendre les limites du sondage. Effectivement, des fois, le faire au doigt mouillé, ça peut être plus pertinent que les sondages. Mais il y a des limites inhérentes à ce sondage. C'est déjà l'échantillon qui est marginal, résiduel, et qui ne peut pas refléter naturellement l'état d'âme de la majorité des Marocains. Et donc la marge d'erreur est extrêmement importante. Et puis il y a la logique de tranche de classe, c'est-à-dire auprès de qui on pose des questions. S'il s'agit des couches favorisées, naturellement, ils ont le moyen de garder le même niveau de confort, même en temps de confinement. Donc globalement, pour eux, ça fait des vacances d'un mois. Mais pour les couches les plus défavorisées, effectivement, si on fait un sondage uniquement au niveau de ces couches-là, on trouvera des réponses radicalement différentes. Mais disons que globalement, au Maroc, la majorité des Marocains ne remettent pas en cause l'intention de l'État. Ils partent de l'idée que l'État a de bonnes intentions. Alors, il peut se tromper, il peut mal communiquer, il peut mal mettre en pratique un certain nombre de mesures, mais que globalement, l'intention est bonne. Donc, il ne s'agit pas d'instrumentaliser politiquement la crise. Et donc, il y a cette dimension paternaliste, qui est d'ailleurs propre à la monarchie marocaine, qui effectivement se situe au-delà des clivages partisans des partis politiques et des rivalités politiques, et que la plupart des décisions dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, la création du fonds du Covid-19, l'aide directe aux entreprises, a été dictée par le roi. Donc les grandes lignes ont été décidées royalement, puis par la suite déclinées au niveau de l'exécutif et du législatif. Et donc en réalité, on n'est pas dans un état d'urgence au Maroc au plan constitutionnel, puisque le législatif fonctionne encore, mais on est dans une forme pour reprendre Carl Schmitt, qui définit la souveraineté comme étant, comme étant celui qui décide de l'état d'urgence. Donc au Maroc, c'est le roi qui décide de l'état d'urgence. Alors il n'a pas décidé constitutionnellement, mais il agit par-delà les clivages partisans des partis politiques et des rivalités politiques. D'où peut-être en partie l'efficacité des différentes mesures entreprises qui ne sont pas discutées, qui sont déclinées au niveau opérationnel rapidement, efficacement. Donc il n'y a pas de méfiance, pour le dire concrètement, il n'y a pas de méfiance vis-à-vis de l'État. Mais il y a des critiques par rapport aux modalités d'application, par rapport au manque de transparence des fois, et par rapport à des cafouillages au niveau des décisions qui sont mal comprises, mal formulées, mal interprétées. Merci Rachid Achachi, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro où on explorera d'autres pays cités en exemple, notamment la Suède qui n'a toujours pas confiné.